Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal et aux étudiants qui sont en études supérieures. Donc dans cette vidéo, on va parler d'équations différentielles et en particulier d'équations différentielles linéaires d'ordre 1. Ok, donc là, ça va être la première partie. Il y aura une deuxième partie de cette vidéo qui se fera un tout petit peu plus tard. Ok, à la fin, je regrouperai tout dans une playlist, mais je la ferai beaucoup plus tard parce qu'en fait, pour faire cette deuxième partie, il faut qu'on ait défini ce que c'est qu'une intégrale et donc qu'on sache faire des calculs intégrales. Et avant de faire des calculs intégrales, il y a un certain nombre de techniques que je dois mettre en place avec vous. Donc pour l'instant, je ne vais pas encore vous aborder la partie de ce chapitre, donc sur les équations différentielles d'ordre 1, mais avec où il faut faire des intégrales. Alors, déjà, avant de commencer et d'aller plus loin, la première chose qui doit vous ticter à la tête, c'est vous dire, mais c'est quoi une équadif, normalement? Alors, même si vous l'avez vu en terminale, on va faire un petit rappel rapide. Donc, pour cela, définition, on appelle équation différentielle. Donc, qu'elle soit linéaire ou pas d'ailleurs, hein, mais en tout cas, le but d'une équation différentielle, c'est quoi? C'est une équation qui va mêler une fonction ainsi que ses dérivées successives. Ok, donc, une équation dont l'inconnu est une fonction. Ok, voilà. Donc, pour faire simple, vraiment, la définition même basique de ce qu'est une équation différentielle, c'est une équation tout simplement dont l'inconnu est une fonction. Ok. Et donc, très souvent dans une équation différentielle, comme je l'ai dit, on va mêler une fonction ainsi ses dérivées successives. Par exemple, si vous avez fait SP physique, donc là, désolé, je vais prendre que des exemples de physique, parce que j'ai pas fait SP 8 en terminale, donc j'ai pas d'équation différentielle de biologiste en tête. De même que j'ai pas d'équation différentielle de SI en tête, parce que j'ai pas fait spécialité SI, et que de toute manière, même en faisant 3 heures de SI en prépa, bah, ça va pas suffisamment matrixer, désolé, que la physique depuis longtemps que j'ai, donc vous me pardonnerez, mais je vais vous donner que des exemples de physique, parce que c'est les exemples qui me parlent le plus et qui me sont le plus restés. Bon, du coup, c'est parti mon kiki, donc quelques petits exemples. Normalement, si vous avez fait spécialité physique-chimie en terminale, pas nécessairement de la physique en prépa ou en études supérieures, mais au moins jusqu'en terminale, vous avez dû établir justement un certain nombre d'équations différentielles. Parmi ces équations différentielles, à un moment donné, vous avez été confronté à établir ce genre d'équation. Donc, pour une espèce A, dont on note la contraction A entre crochets, vous avez dû établir que dérivée de A par rapport au temps plus K fois A, bah, c'est égal à 0. Donc ça, c'est une équation différentielle vérifiée par la concentration d'une espèce au cours du temps, lorsque la réaction est une réaction d'ordre 1. Ok. Donc là, on est sur une équadif d'ordre 1. De même, toujours en terminale, normalement, pour la charge en condensateur, ou la décharge en condensateur, c'est un peu le même principe, mais je vais donner ici pour la charge. Donc pour la charge en condensateur, lorsqu'on est dans un circuit très simple, donc composé en général d'une résistance d'un condensateur et d'un générateur de tension, donc qui donne une tension égale à E, vous avez dû voir normalement en classe de terminale que dérivé de UC par rapport à DT plus 1 sur taux multiplié par UC est égal à E sur taux. Et donc taux, vous avez vu que c'était R fois C, très souvent. Ok. D'ailleurs, taux, pour ceux qui font de la physique dans le supérieur, bah, vous verrez que c'est plus toujours R fois C. Mais dans le cas d'un circuit RC série tel que vous voyez en terminale, c'est R fois C toujours. Et donc ça, pareil, bon, je ne le remets pas, mais on est sur des équadifs, encore une fois, d'ordre 1. Là où maintenant les choses peuvent se corser, c'est que dans le supérieur, on ne va pas voir que des équadifs d'ordre 1. Par exemple, si vous prenez l'élongation d'un ressort, donc l'élongation d'un ressort, pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est, vous voyez les ressorts que je vois avec, enfin vous voyez d'un stylo. Bon, je vous avais expérience à ne pas refaire chez vous, surtout si votre stylo fonctionne, mais du coup bon, là mon stylo ne fonctionne pas, c'est pour ça que je fais l'expérience. Normalement, voilà, je vais vous le sortir. Donc ceci-là, avec lequel vous jouez parfois, donc ce composant-là, s'appelle un ressort. Ok, et donc pour un ressort, c'est d'ailleurs à cause de ce composant que je vous ai montré que, bon, on peut faire ça, vous pouvez clic-clac très longtemps, parce qu'en fait un ressort a une capacité à pouvoir passer d'une position d'équilibre à une position n'importe laquelle, selon ce qu'on appelle une constante de raideur, que dans notre cas. Et donc ainsi la différence entre la position d'équilibre, donc la position entre
Ou votre ressort, bah, grosso modo, il ne se passe rien, le ressort il est tranquille. Et la position vers laquelle vous allez la mener, bah, cette différence-là, on appelle ça l'élongation. Ok, donc là, ça, on va dire qu'à cette position-là, du coup, le ressort est tranquille. Après, bah, dès que vous venez faire ça avec votre stylo, là, dès que vous venez jouer comme des golemons, et bah, vous faites varier cette position-là. Vous passez d'une position d'équilibre à une position n'importe laquelle au cours du temps. Et donc ça, bah, ça s'appelle l'élongation, ce que je vois. Enfin, cette différence-là entre la position d'équilibre, la position à la position d'équilibre et la position que vous prenez au cours du temps. Et vous avez remarqué que plus le ressort, en fait, il est raide, et plus c'est difficile de passer, et ben justement d'une position vers une autre, et plus le ressort il est moins raide, et plus il est facile bah, de étendre le ressort. Ok, donc ça, vous verrez ça en physique chimie, voilà. Le but n'étant pas de faire un cours de physique, mais de vous montrer rapidement que pour ce genre de choses, donc les ressorts, l'équation différentielle générée par un ressort est de la forme x point point plus k sur m x qui est égal à 0. Et donc ça, c'est une équation différentielle vérifiée par un ressort. Et donc ça, c'est une équation diff d'ordre 2. Alors, x point point, oui, c'est dérivée seconde, ok. En physique, vous notez les dérivés comme ça, mais il y a une autre façon de le noter, on peut le noter comme ça. X point point, c'est dérivée seconde. X point, du coup, c'est dérivée première, et ainsi de suite. Bon, une fois que je vous ai dit tout ça, et bah, l'idée maintenant, ça va être de passer à la partie mathématique de l'affaire. Parce que là, pour l'instant, je vous ai juste introduit ce qu'est une équation différentielle à travers différents exemples. Et donc là, encore une fois, comme je l'ai dit, vous avez bien vu que à chaque fois, pour chacune des équations différentielles, on fait intervenir une fonction, ok, une fonction qui dépend d'une certaine variable. Ici, ça dépend du temps à chaque fois, mais ça peut dépendre de x. Bref, ça vous choisir la variable sur laquelle la fonction va dépendre. Et donc, on va intervenir une fonction ainsi que sa dérivée, ok, et ses dérivées successives. Donc là, on va commencer avec des équations différentielles d'ordre 1. Donc, ce type-là d'équations différentielles. Bon, ce genre d'équations différentielles, vous savez plus ou moins les résoudre dans certains cas, ok, soit de manière directe, soit en étant un tout petit peu guidé, comme c'était parfois le cas en terminale. Donc, on va commencer avec des équations différentielles d'ordre 1, qui sont linéaires et homogènes, ok. Pour cela, donc, on va poser A un réel, et donc, on va poser la chose suivante. Donc, on considère l'équadif, donc je la note H, qui est de la forme suivante. Donc, y' plus ay égale à 0, où y, c'est une fonction. Donc, c'est une fonction générale de la variable x. Et donc, du coup, une telle équation, quand vous voulez trouver la solution de ce genre d'équation, et bah, c'est assez évident que, du coup, les solutions, et je dis bien les solutions, parce qu'il va en avoir plusieurs, les solutions de h sont des fonctions qui vont de R dans R et qui a x associé lambda exponentielle moins ax, où lambda décrit R. Et donc c'est pour ça que je dis les solutions, parce que du coup, et bah, selon la valeur de lambda qu'on choisit, bah, on n'est pas sur la même fonction. Ok, enfin, du moins pas exactement sur la même. Et donc en physique, bah, pour vous départager, pour savoir laquelle des fonctions vous prenez, bah, en général, vous prenez une condition initiale. Ok, bon, bah, nous en maths, ce sera un peu la même chose. Après, derrière, si on voudra avoir la bonne solution qui correspond au problème posé, on va prendre une condition initiale. Ok, on verra ça en exercice. Donc, l'ensemble des solutions de H, c'est l'ensemble suivant. Donc, c'est un ensemble de fonctions. Donc, ça se note SH, enfin, oui, S de H égale donc l'ensemble des fonctions qui a x associé lambda exponentielle moins ax, où lambda décrit R. Voilà. Donc ça, c'est un premier résultat que je vous énonce au niveau des équations différentielles. Pareil, ce résultat-là, je le démontrerai, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ok. D'ailleurs, tous les résultats que j'énoncerai dans cette vidéo, je ne vais pas les démontrer parce que sinon la vidéo, elle prend vraiment de temps dans le trajet Paris-Château-Thierry, ce qui est très long, surtout en ce moment avec les problèmes que connaît la ligne H, la ligne P, pardon. Donc voilà, on va éviter ça. Bon, théorème 2.
Donc une fois qu'on sait résoudre ce genre d'équations différentielles, donc des équations différentielles de type homogène, c'est assez marrant, mais on voudrait maintenant pouvoir aller un peu plus loin. Pouvoir aller un peu plus loin et essayer de résoudre des équations différentielles où au membre de droite, on aurait par exemple une fonction, un nombre, en tout cas où on aurait une quantité à droite. Parce que la plupart des équations différentielles que vous avez résolues en classe de terminale, il y avait toujours un petit quelque chose à droite. Ok, je l'ai pris l'exemple du condensateur. Bah, dans le cas du condensateur, lorsqu'il est en charge, bah, au membre de droite, dans l'équation différentielle qui est générée par condensateur, lorsqu'il est en charge, il y a un E sur tout. Ok, il y a quelque chose à droite. Et donc en classe de terminale, je vous avais introduit une méthode pour résoudre ce genre d'équation différentielle. Là, vous allez voir qu'ici, le théorème que je vais vous citer permet de résoudre ce genre d'équation différentielle, mais de façon encore plus généraliste, puisqu'on pourra mettre vraiment n'importe quoi sur le membre de droite, que ce soit une quantité ou bien que ce soit une fonction. Okay, donc pour cela, on va à nouveau prendre A, un réel. Ok, voilà. On prend A, un réel. B, une fonction qui appartient à l'ensemble des fonctions continues de I dans R. Et cette fois-ci, on va considérer l'équation différentielle suivante. On considère l'équadif. Donc là, je vais noter E, qui est de la forme Y' plus AY égale B de X. Ok. Et on va considérer une autre chose. FP, donc qui va de un intervalle I vers un intervalle R. Alors pareil, je n'ai pas défini ce que c'était que I, mais je le dis pour de I dans R, où I est une partie, c'est un intervalle de R, ok. Donc du coup, on considère FP, donc qui va de I dans R, sachant que I est un intervalle de R, une solution particulière de E. Et bah ça, du coup, c'est un résultat qui est vraiment incroyable, qu'on retrouvera dans beaucoup de situations, que ce soit là, dans le chapitre là, dans la deuxième partie du chapitre sur les équations différentielles, ainsi que dans de nombreuses situations comme en algèbre, pour résoudre des systèmes d'équations via des matrices ou des choses comme ça. On retrouvera très souvent ce genre de résultat. Et donc, ce genre de résultat, c'est quoi? C'est que les solutions de E sont toutes les fonctions donc qui s'écrivent de la façon suivante. Donc de la forme FP plus H, où donc FP c'est une solution particulière de E, et H donc une solution de l'équation petit h qui est de la forme Y' plus AY égale à 0. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe? L'ensemble des solutions, donc que je vais noter SE, c'est quoi? C'est l'ensemble des fonctions qui a X associées. FP plus H. Et donc, ça veut dire quoi concrètement? Et donc, H, ça décrit, c'est dans l'ensemble de solutions de grand H, de cette équation différentielle. Et donc ça décrit quoi concrètement? Bah, ça décrit qu'ici, pour avoir l'ensemble des solutions de cette équation différentielle, je vais donc prendre solution particulière plus solution de l'équation homogène. Et ça, ce sera toujours comme ça. Il y aura tout un chapitre justement d'algèbre, on s'amusera à démontrer pourquoi c'est comme ça. Pour l'instant, on va dire qu'on n'est pas très agile, on n'a pas encore trop d'outils pour le faire. Mais normalement, vous aurez tout un chapitre où on s'amusera à démontrer ça. Mais donc, ce qu'on doit retenir de cette chose-là, c'est que déjà, on prend A réel, B une fonction qui continue de I sur R, ok, voilà, avec I intervalle de R. Et donc, dans le cas où j'ai une équation différentielle de la forme Y plus AY égale à B de X, et que j'ai une solution particulière de E, et bien les solutions de E, ce sera donc toutes les fonctions de cette forme-là, FP plus H, où H est une solution particulière de l'équation homogène associée. Donc pour avoir les solutions de ce genre d'équation, il faut d'abord chercher la solution de l'équation homogène, et ensuite trouver une solution particulière. Et vous additionnez ces deux solutions-là, et ça vous donne la structure générale de l'ensemble des solutions de E. Ok, voilà.
Ensuite, on va parler du principe de superposition. Ça, c'est quelque chose qu'on vous a fait un petit peu manipuler en terminale, des exercices un petit peu plus poussés sur ce chapitre-là. Donc, principe de superposition, on va considérer un réel. B1, B2 et B, donc trois fonctions continues de I dans R. Ok, va vouloir. Et donc, ces trois fonctions qui sont continues de I dans R, elles sont telles que la somme de B1 plus B2 va donner B. Ok. Et donc, dès lors, on va considérer à la suite de cela un autre élément. Enfin, trois autres éléments. Donc, on va considérer les équations différentielles suivantes. Donc, tout d'abord, la première équation différentielle, c'est de la forme Y, donc j'appelle E1. Y' plus AY égale B1. E2, donc Y' plus AY égale B2. Et E, Y' plus AY égale à B. Et bien, que vous dit principe de superposition? Dès lors où vous avez F1 qui est une solution de E1, F2 qui est une solution de E2, la fonction F qui est égale à F plus à F1 plus F2, donc ça sera solution de E. C'est ça que vous dit donc le principe de superposition. Donc voilà. Donc là encore une fois, ce qu'il faut retenir c'est la chose suivante. Donc voilà ce que vous dit le principe de superposition. Il vous faut d'abord un réel A, ensuite trois fonctions B1, B2 et B qui soient continues telles que la somme de B1 et de B2 vous donne B. Et donc si vous avez F1 qui est solution de E1 sur un intervalle I, F2 qui est solution de l'équation E2 sur l'intervalle I. Alors bon, là j'ai pas appelé F mais j'ai appelé FP. Voilà. FP qui est égal à F1 plus F2. Et ben c'est forcément solution de cette équation là, donc sur l'intervalle I. Ok. Là pareil, vous allez voir la démonstration de ça n'est pas forcément très difficile, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Ok. Parce que sinon ça va prendre du temps. Bon, ensuite l'étape suivante. C'est de vous parler des maintenant qu'on a fait le tour sur les équations différentielles, comment on écrit l'ensemble des solutions d'une équation différentielle homogène, l'ensemble des solutions d'une équation différentielle de manière générale pour un ordre 1. Et ben maintenant on va s'intéresser au second membre particulier. Ok. Alors dans un premier temps, vous n'aurez pas le choix que de les avoir en tête. Puis dans le second temps, vous pourrez les occulter au fur et à mesure parce que, comme je l'ai dit, quand on aura fait les intégrales, on refera un chapitre sur les équations différentielles. Donc, il y aura la deuxième partie de la vidéo à ce moment-là qui sortira. Et donc, je vous dirais que vous pourrez ne plus avoir les règles en tête. Ok. En tout cas, ces règles-là. Mais pour l'instant, il faut les avoir en tête le temps qu'on ait fait les intégrales et après qu'on revienne là-dessus. Donc, pour les seconds membres particuliers, on va déjà commencer avec un second membre polynomial. Ok. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Quand on va résoudre une équation différentielle, autant trouver la solution de l'équation homogène, vous voyez, c'est assez rapide, parce qu'on a une règle qui fonctionne tout le temps. Là où c'est un peu moins évident, c'est pour les seconds membres. Ok. Pour les seconds membres, on va avoir un certain nombre de règles, dans un premier temps, qui vont nous permettre de les trouver. Ces seconds membres particuliers. Qui nous permettent de trouver, donc, à partir du second membre, on va pouvoir retrouver comme ça la fonction fp qui est solution particulière. Donc, pour cela, on va considérer A un réel. Ok. P, une fonction polynomiale de degré n. Donc un coefficient réel pour l'instant. Alors après on verra dans le chapitre sur les complexes qu'on peut faire des fonctions à coefficient complexe. Ok. Bon, on n'étudiera pas ça dans le détail, mais on en reparlera un tout petit peu. Il est possible de fabriquer des fonctions complexes, et donc à valeur complexe. Mais là pour l'instant c'est vraiment pas l'objet de ce chapitre dans ce cas précis. Là, donc on va considérer P une fonction polynomiale à degré n, enfin de degré n à coefficient réel. Et donc, l'équation différentielle, donc que je vais appeler ici E, qui est de la forme y' plus ay égale P de x, admet comme solution particulière, et on a deux cas de figure.
premier cas de figure, si A égale à 0, donc ici, si vous avez A égale à 0, bah A fois Y c'est 0. Et donc, tout simplement, on aura que Y' égale P de X. En fait, ça reviendra à faire une primitive de P de X. Ok. Autrement dit, bah, si A égale 0, donc la solution particulière, c'est une fonction de la forme X fois Q de X, où Q est une fonction polynomiale de degré n. Si A non nul, alors de ce cas la fonction qui s'associe Q de X, où Q est toujours une fonction polynomiale de degré n. Donc si A est non nul, bah, la fonction qui s'associe Q de X, où Q est une fonction polynomiale de degré n, est solution particulière. Ok. Alors du coup après, et bah, on va pouvoir résoudre en plus de ça des équations, donc toujours différentielle d'ordre 1, mais avec un second membre polynomial et exponentiel. Ok. Donc c'est-à-dire, comme en second membre, vous avez un mélange de polynômes et d'exponentiels. Ok, va vous. Donc, ah oui, j'ai oublié de préciser, mais du coup, votre degré n il appartient à l'ensemble des entiers naturels. Là, pour degré n, pareil, n il appartient à l'ensemble des entiers naturels. Ok, voilà. Bon, on s'en doute bien. C'est la définition même que l'on a en tête d'une fonction polynomiale. Le degré d'une fonction polynomiale, c'est forcément un entier, en tout cas un entier relatif. Ok, positif ou négatif, mais en tout cas c'est un entier. Mais c'est toujours bon de bien préciser les choses. Théorème 5. Donc là, dans ce théorème, on va s'intéresser dans le cas où on a un second membre qui est polynomial et exponentiel. Dans le cas où on a un second membre qui est polynomial et exponentiel, bah, genre on va poser A un réel et M également un réel. Ok, voilà. Et donc, on va faire la chose suivante. L'équation différentielle, donc, que j'appelle E, qui est de la forme Y' plus AY égale P de X exponentielle MX, où donc P, c'est encore une fonction polynomiale de degré n. Donc cette équation différentielle, eh ben, elle va admettre pour solution particulière la chose suivante. Donc on va avoir à nouveau deux cas. Donc, personnellement, enfin, il y a deux façons de la retenir cette règle. Soit vous dites si M est différent de A, ou si M, enfin, si M est différent de moins A, ou si M plus A égale à 0. Voilà, soit vous retenez comme ça, avec le M plus A égale ou pas à 0, ou soit vous retenez avec M égale à moins A. Ok, c'est à vous de voir comment vous retenez ça. En tout cas, c'est plus une affaire de pratique qu'autre chose. Personnellement, je retiens la règle comme ça. Donc, si M est différent de moins A, donc ça veut dire que, en clair, quand vous allez résoudre des coups, donc ça veut dire quoi en clair? Bah, ça veut dire que tout simplement, le A qui est là, et bah, du coup, vous savez que dans l'exponentielle au départ, quand vous allez résoudre l'équation homogène associée à E, bah, du coup, vous avez une exponentielle. Et donc, si le A qui est là, et bah, on retrouve du coup, on le retrouve également sur le second membre, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, dans ce cas, pour avoir la solution particulière, et bah, je vais devoir multiplier par x. Ok. Et si le A qui est là, je ne le retrouve pas dans l'exponentielle, ok. Donc là, ce sera moins 1 à chaque fois qu'on va passer dans l'exponentielle. Et bien là, on va pouvoir dire que la fonction kx associe exponentielle, donc mx, est solution particulière. Ok. Alors du coup, après, pareil, comme vous avez un polynôme à chaque fois, on n'oubliera pas de multiplier par le polynôme. Donc q, fonction polynomiale de degré n. Et donc si m égale à moins a, c'est-à-dire que la fonction kx associe x exponentielle mx q de x avec q toujours une fonction polynomiale de degré n, c'est une solution particulière. Donc voilà. Pareil, cette règle-là, si vous avez du mal à vous l'approprier au départ,
Bah, ce que vous faites, c'est que, bah, vous verrez de toute manière, si on a oublié le cas, enfin, si on a considéré qu'on était dans un cas où m était différent de moins a, c'est-à-dire que l'exponentielle que j'ai dans la solution de l'équation homogène, c'est exactement la même chose que l'exponentielle que j'ai à droite, donc sur le second membre. Si j'ai pas vu que j'étais dans ce cas de figure là, et bah et que j'appliquais quand même cette première règle, bon bah vous verrez qu'à un moment donné vous aboutissez à une équation qui est très bizarre. Donc de là, bah, quand vous aboutissez à une équation qui est très bizarre, faut pas oublier de multiplier par x, ok, pour avoir la bonne solution particulière. Donc ça, c'est pour le théorème 5. Donc ça marche quand on a un second membre polynomial exponentiel. Et du coup, comme on a un polynôme, une fonction polynôme au membre de droite, bah, et que n, du coup, le degré de cette fonction polynomiale, c'est un entier, il peut être aussi égal à 0. Et donc ça marche aussi dans le cas où on ajoute un second membre exponentiel. Ok, voilà. Dernier cas de figure, c'est si on a un second membre trigonométrique, ça va être le théorème 6, et ça va conclure la vidéo. Donc théorème 6, on va considérer la chose suivante. Donc on va considérer A, B réel. On va considérer la chose. On va considérer. Et donc je vais même aller plus loin. Je vais dire A, B1, B2. On va considérer que c'est dans R. On va considérer oméga un réel non nul. Et donc, on va voir la chose suivante. L'équation différentielle. Donc je note E, qui est de la forme y' plus ay égale la chose suivante. Donc B1 cos oméga x plus B2 sin oméga x admet pour solution particulière la fonction qui a x associée à la chose suivante. Donc bêta 1 cos oméga x plus bêta 2 sinus oméga x. Et donc bêta, ici ça appartient à R, et oméga, c'est toujours un réel non nul. Ok, donc bêta 1 et bêta 2 maintenant, quand j'ai bêta, voilà. Donc là, voilà, ça c'est dans le cas, second membre trigonométrique, c'est-à-dire avec des cosinus et des sines, donc une combinaison linéaire de cosinus et de sinus. Du coup, la fonction qui va être solution particulière de cette équation différentielle, c'est une fonction de la forme bêta 1 cosinus oméga x. Donc en fait, l'argument du cosinus ne change pas, juste le nombre qui sera devant le cos qui va changer éventuellement, et plus bêta 2 sinus oméga x. Et donc là, pareil, bêta 2, il peut changer par rapport au B1 et B2 de tout à l'heure. Ok. C'est réel bêta 1 et bêta 2, c'est là tout l'enjeu de l'exercice quand on sera dans ce cas de figure. Mais pour y déterminer, vous verrez, il y a toute une méthode à faire, c'est-à-dire qu'on va considérer la famille cosinus et sinus comme une famille libre. Et donc, j'en dis pas plus, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, je vous expliquerai dans le détail comment on fait ça. Mais donc, une fois que vous avez considéré cosinus et sinus comme une famille libre, on va pouvoir de là écrire une certaine relation, et donc aboutir à un certain système, et à partir du système, retrouver les valeurs de bêta 1 et bêta 2. Donc je ne dis pas plus, ce sera l'objet justement d'une vidéo. Et voilà, sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.